Il y a peu de montagnes sacrées dans le monde où il faut être absolument. Il y a le mont Fuji au Japon, il y a le mont Meru pour les hindouistes et les bouddhistes, et puis il y a le mont Sinaï, le mont Moïse où nous allons ce soir. C'est l'une des montagnes les plus sacrées du monde, aux origines du monothéisme, aux origines des religions. On décolle dans quelques heures avec notre ami Mansour et son antiquité de Peugeot. J'espère qu'on arrivera au bout. 2 heures de route environ, 100 et quelques kilomètres. 3 heures de montée environ avec la petite, je pense. J'espère que les filles vont tenir le coup. Et puis on est parti pour assister peut-être au plus beau lever du soleil de notre existence, dans une ambiance à nulle autre pareille. Il flotte là-haut, comme un air, on va dire, de grande, très grande spiritualité. Allez, c'est parti pour l'aventure. Allez, on est parti avec la Pigeot. Là, il y a de la bagnole. Bon, il y a quand même plus de 100 bornes à faire. Je vous avoue qu'on fait une petite prière avant de partir. La voiture est aussi vieille que Mansour, mais Mansour est un gars robuste. J'espère que la voiture est pareille. Allez, c'est parti, mon kiki. Une centaine de bornes jusqu'à Sainte-Catherine. Allez, info pratique, parlons pépette, parlons budget. Combien coûte environ l'excursion jusqu'au monastère de Sainte-Catherine? On a loué une vieille, vous avez vu, 504 avec Mansour. Ça nous a coûté un peu moins de 60 € pour toute la voiture. Et le gars nous attend en bas, nous récupère le lendemain, il nous ramène sur Dahab. Donc il y a quoi? Il y a 130 km l'aller, 130 km retour. 60 € c'est pas mal. J'ai fait un peu le tour. Évidemment, vous payerez certainement moins cher si vous passez par une agence et si vous partagez un véhicule avec d'autres touristes. Pourquoi pas? Nous, on voulait être tranquille, on voulait vivre notre aventure, et puis en plus la 504 c'est assez mythique, on pensait jamais arriver au bout. Sachez encore, pour du point de vue budget, que l'entrée du parc national de Sainte-Catherine est payant. Il y a une espèce de guérite sur la route qui vous mène de Dahab à Sainte-Catherine, 3 km environ avant le monastère. On prend un ticket comme celui-ci, c'est pas très cher, une sorte d'obole. On a payé 5 $ pour deux, la petite de 7 ans n'a pas payé. On se gare sur le grand parking 200 mètres avant le monastère de Sainte-Catherine. Et au niveau du checkpoint de la police, on prend un guide bédouin. C'est obligatoire aujourd'hui, 250 livres, c'est le tarif officiel. Ils sont nombreux à attendre. On a pris un petit jeune qui nous a monté jusqu'au sommet. Sachez qu'il y a également tout un système de sécurité, un peu comme dans les aéroports, on passe ses sacs pour rentrer sur le domaine et aller jusqu'au monastère. Bon, sachez qu'on peut passer un peu partout dans les montagnes, bon bref, mais ça rassure les touristes, c'est sûr. Voilà, on monte au sommet avec ce guide bédouin qui vous redescend également en bas. Du point de vue officiel, c'est pour la sécurité des touristes. Certains se seraient perdus. C'est vrai qu'en pleine nuit, parfois, on peut peut-être se perdre, même si le chemin est assez balisé. En tout cas, en chemin. Le départ est un petit peu casse-gueule, faites attention. Ensuite, le grand chemin de chameau monte jusqu'au sommet. Attention quand même, dites bien à votre bédouin que vous voulez prendre votre temps au sommet. De toute façon, le monastère ouvre à 9 h. Vous voulez prendre des photos, vous voulez peut-être dormir un petit peu, manger un bout, prendre votre temps. Le mec veut descendre un petit peu rapide pour rentrer chez lui, j'imagine. Bon, ou prendre d'autres touristes pour remonter à la journée. On évitez de le faire la journée, très franchement, surtout en été. Il fait 40-50 degrés quand on est descendu sur le coup des 8 heures. On a souffert beaucoup plus que quand on est monté en pleine nuit. Bon, ça a plutôt bien roulé, Mansour a mis le paquet. Alors, c'est vrai que sa voiture, finalement, elle avance quand même pas mal. Il est 1 h du matin passé, on est au pied de la montagne, on est parti pour la montée de nuit. Donc pour l'instant, tout se déroule sans accroc. Vous passez d'abord au guichet, un petit peu à quelques kilomètres d'ici. 5 $ pour deux, on paye l'entrée du parc. Ensuite, il faut négocier un guide bédouin, c'est obligatoire aujourd'hui. 250 livres, voilà ce que ça va nous coûter à tous les trois. D'accord? Ça permet de faire travailler les enfants du pays. Alors pourquoi pas?
En tout cas, Mansour va nous attendre là et on se retrouve demain matin après notre montée nocturne, direction le mont Sinaï, la montagne sacrée et puis le lever du soleil qu'on espère magnifique. Merci Mansour, on se retrouve demain à 8 h ici sur le parking. Allez, c'est parti, à demain en espérant que tout se passe bien. Bon, d'un point de vue pratique, il existe 2 chemins pour monter au Djebel Moussa, le mont Moïse. Le chemin à touristes, celui des chameaux, qui est assez large et assez peu pentu jusqu'aux premières marches. C'est vrai que pour les personnes âgées ou pour les enfants, pouvoir louer un chameau, c'est quand même assez sympa, même s'ils ont tendance à profiter de leur position pour avoir des prix complètement fous. Négocier ferme. Ce chemin-là arrive aux premières marches, après 1h30 environ. Et là, il y a des marches 750, ça monte dur. Il faut être quand même en bonne forme physique. Pour pouvoir, c'est pas une randonnée extraordinaire, mais c'est quand même une randonnée. Il y a de la montagne, il y a de la marche et il y a de la montée. Attention, prévoyez de l'eau, prévoyez à manger, prévoyez une bonne veste le soir, il fait frais, d'accord, même si le lendemain matin, il va faire une fournaise. On peut acheter tout ça au sommet, on peut louer même une couverture, un matelas et tout ce que vous voulez, mais évidemment, comme les Bédouins sont en position de monopole, ils ont tendance à être très gourmands et ça risque de vous coûter bonbon. En tout cas, je faisais ça, moi, il y a quelques années, on louait des matelas, des couvertures, on faisait le coucher du soleil et on redescendait après le lever. C'était assez magique, si vous pouvez le faire, faites-le. Pour la redescente, sachez qu'il existe un 2e chemin, celui des gorges, des 3000 marches taillées par les moines, assez fantastique, c'est le plus beau chemin qu'on refait en descendant, il faut avoir de bons genoux et bonnes chevilles, attention. Quand on l'a fait ici au mois d'août 2021, ce chemin était fermé pour raison de sécurité pour l'instant. C'est vrai qu'au moins on peut surveiller le premier accès, tout le monde passe par là. Il n'y avait pas encore trop de monde, mais ça risque de pas durer. Donc voilà, du point de vue pratique, c'est une randonnée quand même qui se prépare. C'est pas une randonnée facile, pas non plus très difficile, mais la récompense est au bout du chemin. Bon, bientôt 4 h, ça commence à tirer un petit peu pour les filles. Notre ami le bédouin, la Faraj, galope comme une antilope dans la plaine, une antiselle. Bon, ils sont là, on est à l'intermédiaire, là, on est proche des marches qui montent jusqu'au sommet, vers les cieux. Alors pas de connexion évidemment, on aura peut-être une connexion avec Dieu, mais ça c'est pas certain. Je vais éviter de faire de sacrilège. On n'est pas sûr quand même que ça soit la vraie montagne de Moïse, mais bon, en tout cas, la légende est là et la montagne est belle. Bon, je n'aurai pas la prétention de répondre ici à cette question. Où se situe véritablement le mont Moïse? Sachez, pour la petite histoire, que cela fait des millénaires que érudits, historiens, explorateurs se posent la question et recherchent ce fameux mont Moïse. On pensait l'avoir trouvé définitivement, en tout cas on l'a installé ici en Égypte, et c'était plutôt pas mal, puisqu'on avait aussi découvert finalement les restes de cette Sainte Catherine, si vénérée par les chrétiens. Donc finalement on a mixé un petit peu les deux. Bon, il semblerait quand même que la montagne du mont Moïse en Égypte ne corresponde pas vraiment à la description biblique et qu'il y a une montagne en Arabie qui semble beaucoup mieux correspondre à la chose. Évidemment, c'est soit le mont Madian, soit le Djebel el-Lawz. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement, je vous l'écris là-haut. Bon, les spécialistes se disputent, etc., etc. Un peu comme ce qui se passe pour Alésia, toute proportion gardée, puisque Alésia est un site historique, et il a fort à parier que là où on a construit le musée aujourd'hui, et là où on a construit pour des millions ce beau musée d'Alésia, c'est pas la bonne colline. Bon, il semblerait quand même qu'en Égypte, ça soit pas non plus le bon mont Moïse, mais qu'importe, on est ici. Et surtout, par rapport à Sainte Catherine, et là on ne peut pas nier les choses, le monastère installé au pied du Djebel Moussa est le monastère qui contient les reliques de la Sainte Catherine, ainsi vénérée par les chrétiens. Véritable demeure de solitude, comme le disait Pierre Loti au XIXe siècle. Devant nos yeux se dressent des bastions rocheux, un espace démesuré où
la nudité des roches ressort sous l'azur du ciel. Ici, c'est une véritable symphonie minérale, un monde du silence et du vent, même s'il faut bien reconnaître que vous ne serez pas seul au sommet et que le bruit des touristes risque de vous déranger un petit peu. Si vous voulez être seul, il faut aller en face, il faut aller sous le plus haut sommet d'Égypte, le mont Sainte-Catherine. Et là, vous serez quasiment seul. Attention, il peut y avoir de la neige en hiver. C'est une autre randonnée qu'on fera peut-être, allez, prochainement et qu'on vous présentera. Bon, c'est pas la première fois, mais à chaque fois, ça me le fait. Je trouve qu'il est encore plus beau. Alors bon, c'est vrai que c'est à chaque fois un nouvel émerveillement, que ce soit au lever ou au coucher du soleil, même si j'ai une préférence, je vous l'ai dit, pour le coucher du soleil. Mais là, on a caillé un petit peu, le soleil commence à réchauffer nos vieux os, mes vieux os en tout cas. Et puis le spectacle devient magnifique. Le Sinaï s'embrase. Bon, une fois arrivé sur le haut, ne vous inquiétez pas, c'est le supermarché. Blanquette, pas de veau, mais couverture, vous avez des matelas. On peut s'acheter un coca, manger un petit Mars. Bon, alors c'est pas donné, faut marchander, c'est comme pour tout, hein. Mais c'est vrai que le lever de soleil se mérite. Bon, il faut savoir que la fameuse chapelle qui trône au sommet du mont Moïse est une chapelle qui a une histoire assez fabuleuse. François Mitterrand himself y aurait dormi. Sachez que c'est une chapelle qui datait des origines du VIe siècle, l'époque de Justinien. Reprise et détruite à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois je crois. La chapelle qui trône aujourd'hui sur le mont Moussa est une chapelle reconstruite en 1934. En tout cas, il y flotte comme un air de haute spiritualité, surtout si vous avez des pèlerins qui viennent le soir ou le matin en chantant, à la bougie, etc. Une ambiance assez incroyable. Bon, attention à la redescente, un petit peu casse-gueule quand même. Oh, c'est plus facile hein, évidemment que la montée. Encore que si on a les articulations comme moi qui grincent, ça peut faire mal. Bon, mais ça va aller un peu plus vite quand même. On va être en bas pour 9 h avec l'ouverture du monastère.
comprendre pourquoi on monte dans la nuit. 7 h du mat, ça commence à être torride. Bon, à vous de voir. Imaginez un monastère hors du temps, niché au sein d'une étroite vallée cernée par de montagnes impressionnantes. Bienvenue à Sainte-Catherine, l'ancien monastère de la Transfiguration. Bon, pour la petite histoire, monastère du 6e siècle, l'époque de Justinien, l'empereur byzantin, qui a fait construire ici un monastère pour protéger les moines qui étaient censés aller, on va dire, méditer devant le fameux buisson ardent. Ah, histoire quand tu nous tiens, c'est le plus ancien monastère qui, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, est encore en activité. Et ouais. Bon, vous allez me dire, mais bon, ok, il y a les reliques de Sainte-Catherine, mais c'est qui Sainte-Catherine? D'abord, une relique, je vous rappelle que c'est le morceau d'un corps d'un saint, d'accord, style tibia, tête ou petit doigt de Saint-Paul, Saint-Jacques, j'en passe, et des meilleurs. Ça peut être également un objet qui a appartenu à ce saint, le Saint Graal des chevaliers de la table ronde, la Sainte Savate de Marie, ou j'en passe, et des meilleurs, la couronne d'épines, etc., etc. Les reliques sont très sacrées et elles permettent d'effectuer de grands pèlerinages. Les gens viennent se prosterner, essayer de les toucher, elles ont des valeurs un peu magiques. Bon alors, Sainte-Catherine, c'était qui? Alors Sainte-Catherine est une femme parmi les plus intelligentes de son temps, en tout cas c'est ce qu'on dit. Elle vivait à l'époque de l'Empire byzantin, elle est née en 290 après Jésus-Christ, elle vivait sous le règne de l'empereur Maximien. Cette Sainte-Catherine a rêvé de Jésus, elle se dit fiancée à lui, d'accord, elle ne le quitte plus, elle décide d'être vierge en l'honneur de Jésus, elle tente même de convertir au christianisme l'empereur lui-même. Celui-ci, pour la mettre à l'épreuve, décide d'engager les plus grands savants de son temps, 50, et qui vont essayer de lui faire changer d'avis, de discuter avec elle, etc. Vous le croirez ou non, Sainte-Catherine, de par son éloquence, son intelligence, etc., va réussir à convertir les 50 savants. Fou de colère, l'empereur Maximien les fait exécuter, tous les uns après les autres. Il attache cette Sainte-Catherine a une roue avec des pics, etc., pour la tuer. Hein, c'est une torture horrible, mais miracle, les pointes ne rentrent pas dans la chair et se cassent au moment où elles vont rentrer en contact avec la peau de Sainte-Catherine. Bon allez hop, c'en est trop. L'empereur Maximien décide de lui couper la tête, il la fait décapiter. D'accord? Et c'en est fini de Sainte-Catherine. Elle meurt à moins de 25 ans, vierge et très intelligente. Voilà. Et vous le croirez ou non, en France comme au Québec, on fête régulièrement les Catherinettes. Et ouais, hein, pour toutes les filles pas mariées encore, à 25 ans. Histoire quand tu nous tiens. Bon ok, je sais, Laurent, tu nous racontes de bien belles histoires. Merci, mais quel rapport avec l'Égypte? Quel rapport avec le mont Moussa? On voit pas vraiment. Bon, sachez qu'il manque un petit bout à cette histoire. Sachez que des anges auraient récupéré le corps martyrisé de Sainte-Catherine, notamment sa tête, et l'auraient amené sur le plus haut sommet d'Égypte et l'auraient posé là-haut. Hein, évidemment, les moines des ermites auraient retrouvé les restes de cette sainte. Alors comment ils ont su que c'était elle? Demandez-moi pas, j'en sais foutre rien. Mais en tout cas, ils ont décidé de construire au pied de ces montagnes et dans une vallée assez encaissée, un monastère pour, évidemment, servir d'écrin aux reliques parmi les plus sacrées du monde chrétien. Et en plus, il y a le buisson ardent pas loin, celui qui aurait évidemment serait consumé devant Moïse, etc., etc. Donc on est dans un lieu hautement spirituel, un lieu phare et un lieu aux origines même du christianisme et même des autres religions, même si je vous l'ai dit, pas sûr quand même que ça soit la bonne montagne, pas sûr non plus que Moïse ait existé, mais ça, c'est une autre histoire. L'emplacement du fameux buisson ardent. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Hein.
Oh, pas la peine de se presser pour descendre de la montagne. Le monastère n'ouvre qu'à 9h. À 9h pile, hein, les mecs, faut quand même pas déranger. Il n'y a pas grand chose à voir. Il y a le buisson ardent quand même qui est là, un mûrier géant. Il y a cette belle perspective sur l'église qui est derrière, mais qui ne se visite pas. Il y a le petit musée, 35 livres, une petite icône dans un coin, et c'est tout. Un peu décevant quand même pour ceux qui croiraient pouvoir visiter véritablement le monastère. Parmi les guides, on recommande Faraj. Alors il est jeune, il est fougueux, c'est vrai, mais c'est franchement quelqu'un de très bien. Il nous a monté jusqu'au sommet, il nous a ramené jusqu'en bas, toujours avec extrêmement de gentillesse. Porté le sac de madame, il nous a parlé tout le long, etc. etc. Donc prenez Faraj en guide, c'est top. Le Sinaï entre Sainte-Catherine et Dahab est une pure merveille. Des canyons, des dunes, des montagnes ciselées qu'on dirait découpées par des géants. Faites-vous arrêter, prenez quelques photos. Le White Canyon n'est pas très loin d'ici, je vous en reparlerai. Pour prendre les tickets, GoBus, c'est en face de la station, de l'autre côté de la route. 60 livres par personne pour aller jusqu'à Sharm el-Sheikh, autant dire que c'est donné. Hein, on va pas se faire chier avec un taxi, on a payé 500. Je vous rappelle, depuis Sharm el-Sheikh, pour venir jusqu'ici, là, 60 livres, ça vaut vraiment le coup. Il n'y a pas de quoi s'emmerder. GoBus. Allez, c'est parti pour Sharm el-Sheikh. Une grosse heure de voyage environ. Et le voyage tire à sa fin.